suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi parce que j'aime beaucoup cette ville. J'ai même failli acheter la maison jaune en face du Petit Nice Paseda il y a quelques années. Et puis finalement, j'ai préféré rester fidèle client du Petit Nice, qui est en fait ma vraie résidence secondaire. Donc j'aime cette ville. Et le titre que j'ai choisi, l'intelligence artificielle va-t-elle tuer Marseille ou en faire la Silicon Valley du XXIe siècle, n'est pas un titre provocateur. C'est vraiment ma conviction. Marseille est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette ville est exceptionnelle. C'est vraiment le San Francisco d'Europe. En même temps, vous le savez, par certains aspects, l'agglomération se gâche. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette région, beaucoup de choses à faire dans cette ville. Cette ville est magnifique. Architecturalement un peu destroy, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Un potentiel, un cosmopolitisme, une ouverture sur le monde exceptionnelle, même si le vivre ensemble n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Marseille a un potentiel immense, mais Marseille est face à un vrai défi. Ces élites, dans le passé, n'ont pas bien compris ce que signifiait d'entrer dans la société de la connaissance. Marseille a raté. Quand je parle de Marseille, je parle de, pas la ville, mais de l'arrière-pays et de l'agglomération, a raté l'entrée dans la société numérique. À l'aune d'un Shanghai, d'un Boston ou d'un Londres. Aujourd'hui, il ne faut pas déconner. Marseille peut avoir un destin extraordinaire. Il y a peu de villes en Europe qui ont une situation aussi privilégiée, aussi pleine de promesses que Marseille. Et en même temps, Marseille peut partir en vrille si elle ne voit pas tout ce que l'intelligence artificielle va entraîner comme bouleversement, compte tenu de son positionnement particulier, car Marseille a des fragilités. Notamment, c'est une ville très tertiaire, et c'est une ville qui n'a pas suffisamment, à l'aune des grandes métropoles mondiales, investi sur l'éducation, la recherche et sur l'université. Vous avez mon compte Twitter, et je vous invite tous à tweeter, bien sûr. Les vétérans de l'Internet, comme moi, au début des années 90, avaient imaginé un monde de demain où l'Internet se généraliserait, c'est arrivé. Où l'Internet serait un facteur d'égalisation des chances sur le plan territorial. Grâce au télétravail, on pourrait revitaliser les petits villages, les cantons, les zones peu peuplées. On égaliserait les chances entre les campagnes et les villes. On casserait les métropoles en plein de petites villes régionales, puisque l'on pourrait maintenant télétravailler, au lieu d'être présent dans des grands ensembles. Et puis on croyait autre chose. On pensait que l'Internet serait un univers libertarien, vecteur de démocratie, d'information impartiale et plutôt facteur de paix. 25 ans plus tard, on a les fake news, on a beaucoup de tensions géopolitiques, on a Poutine qui annonce la semaine dernière celui qui sera le leader en matière d'intelligence artificielle sera le maître du monde. Et il a raison. Mais on est loin du côté bisounours des vétérans de l'Internet dont je fais partie. Le Darknet, la face sombre du web, la perte de la privacy, et je vous invite à lire The Economist de cette semaine, qui fait un grand dossier remarquable, qui montre que l'intelligence artificielle peut déterminer avec une bonne fiabilité
notre quotient intellectuel, nos goûts, savoir si on est gay ou hétérosexuel, ce qui ne pose bien évidemment aucun problème en France, mais qui, je vous le rappelle, est encore puni de mort en Égypte et au Pakistan, et de nombreuses années de prison au Maroc, à 2 heures d'avion d'ici. Enfin, le web, au lieu d'être un facteur d'homogénéisation, de diminution des inégalités territoriales, financières et culturelles, est en fait un immense vecteur à faire un fossé. Parce que le web est devenu le monde de l'intelligence artificielle, nous avons créé un concurrent à notre cerveau biologique, les cerveaux de silicium, et nous n'avons pas réalisé d'un point de vue politique que dans une société de la connaissance, les gens les plus intelligents ont le pouvoir. Nous avons généré des inégalités considérables par notre aveuglement. Et comme nous n'avons pas réformé l'école, l'éducation, nous n'avons pas compensé par l'école les inégalités naturelles de capacité cognitive. À l'ère de l'intelligence artificielle, les écarts de revenus sont devenus immenses. Un très bon spécialiste de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley gagne 20 millions de dollars par an. Même quand le dollar est faible, ça fait encore 16 millions d'euros par an. Cet écart que la société de la connaissance a géré est un facteur de dislocation. Il va bien falloir qu'on modernise l'école, car l'école est le principal creuset de la réduction des inégalités cognitives et donc sociales et financières, parce que, je le répète, dans une économie de la connaissance, toutes les inégalités procèdent d'inégalités intellectuelles. C'est tautologique. Dans le monde du big data, dans le monde de la connaissance, dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'IT, les gens qui savent manipuler les données ont le pouvoir et les revenus. Nous ne sommes pas payés en fonction du volume de nos biceps dans une société de la connaissance et du big data. Nous avons, dans ce monde de l'intelligence artificielle et du big data, une concentration qui n'a pas été prévue. Moretti, et je vous incite à lire son bouquin, a très bien montré aux États-Unis comment tous les pouvoirs se concentrent désormais. Nous avons une concentration sectorielle et géographique. Il y a les gens qui font de l'IT et puis les gens qui ne font pas de l'IT, avec un fossé entre les deux. Il y a les gens qui sont dans les zones où il y a de l'intelligence artificielle et puis il y a les gens qui sont dans les zones pourries. La Rust Belt, là où il y a les rednecks, les blancs peu diplômés aux États-Unis, est en train de s'effondrer. On a un triplement des overdoses par opiacés chez les blancs non diplômés aux États-Unis en 5 ans. À l'inverse, vous connaissez tous la fortune insensée des zones où les technologies NBIC se développent. Cette double concentration sectorielle et géographique est terrible. Aujourd'hui, nous avons, dans un certain nombre de zones géographiques, qui sont certaines métropoles, pas toutes les métropoles, qui sont certaines métropoles. Nous avons la concentration des neurones, la concentration du smart money, c'est-à-dire de l'argent qui va dans les startups, la concentration des technologies NBIC, les nano-biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, c'est-à-dire la robotique, l'intelligence artificielle et les neurosciences. Nous avons un trou noir de valeur en faveur des entreprises qui gèrent les algorithmes et l'intelligence artificielle. 2 exemples pour être proche de chez nous. La Valo de WhatsApp versus Peugeot et la Valo de Peugeot versus Mobileye. Mobileye, petite start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée aux voitures qui se conduisent toutes seules, 15 milliards.
c'était le prix de Peugeot au moment de la transaction. WhatsApp, 55 salariés, 23 milliards, 2 fois la valeur de Peugeot au moment de la transaction. 194 000 salariés chez Peugeot, depuis 1810, créent 2 fois moins de valeur à l'ère de l'intelligence artificielle que 55 gamins dans une start-up comme WhatsApp, créée 4 ans avant la revente, 23 milliards de dollars, à Facebook. Cette inégalité entre le tissu économique traditionnel et le monde qui vit de l'intelligence artificielle, cette inégalité géographique entre les zones qui concentrent les entreprises d'intelligence artificielle et au sens large du terme des technologies NBIC, et puis les autres, cette double cassure, cette double création d'inégalités doit aujourd'hui être regardée en face. L'intelligence artificielle est par construction une économie monopolistique dans laquelle les winners takes all. Et quand on est une métropole, ça a plusieurs conséquences. Il faut attirer les talents, il faut attirer les startups, il faut attirer les entreprises qui font de l'intelligence artificielle et il faut être sus-critique. Car en dessous d'un certain seuil dans ces technologies-là, on n'existe pas. Il faut être gros. Et quand on est gros, on ramasse toute la valeur. À côté de ça, on a une difficulté, on a une inégalité de fond entre l'école de l'intelligence artificielle et puis l'école et la formation des hommes. Comme vous le savez, pour ceux qui ont des enfants et même pour ceux qui n'en ont pas encore, entre la position du missionnaire et le doctorat du petit, il faut 30 ans. Enfin, on peut faire des enfants dans d'autres positions, mais enfin celle-là est la plus traditionnelle, en tout cas chez les vieux de mon âge. 30 ans. Pour dupliquer une intelligence artificielle, 1/1000 de seconde suffit. Il faut 1000 milliards de fois plus de temps pour fabriquer un homme, un doctorat, un MBA, que pour fabriquer un duplicat d'intelligence artificielle. Le neurone est encore supérieur au transistor, mais cette différence est très violente. Et elle est accentuée par le fait qu'on ne met pas d'argent sur l'éducation. Le professeur le mieux payé sur Terre, je parle de professeurs formant des cerveaux faits de neurones, c'est-à-dire des cerveaux biologiques, est 100 fois moins payé qu'un développeur moyen d'intelligence artificielle sur le marché mondial. Le meilleur professeur, le mieux payé au monde, est 100 fois moins payé qu'un développeur moyen d'intelligence artificielle sur le marché mondial. Nous surpayons les gens qui forment les cerveaux de silicium et nous ne payons pas les gens qui forment les cerveaux biologiques, c'est-à-dire les cerveaux de nos enfants. Et ça ne choque personne. Et ça ne choque personne. Sans doute parce que les gens qui décident sont des gens âgés qui n'ont aucune culture IT et qui sont souvent court-termistes et très peu messianiques. La guerre des intelligences a commencé. On le voit entre les intelligences biologiques, mais on le voit aussi entre les intelligences biologiques et les intelligences non biologiques. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème d'IT. L'intelligence artificielle, c'est un problème de cerveau. Notre problème face à l'IA, c'est pas l'IA, c'est notre cerveau, qui n'est pas toujours, qui n'est pas systématiquement supérieur à l'intelligence artificielle, en tout cas qu'il l'est de moins en moins. Et n'y voyez pas une malice politique. L'IA est une machine à créer du populisme, c'est même la plus grande machine de tous les temps à créer du populisme, puisque l'éducation est merdique. Nous nous retrouvons avec plein de naufragés du numérique, avec des formations moyennes, qui sont marginalisées face à l'intelligence artificielle croissante. C'est le sens de cet horrible graphique de la Harvard Business Review, qui montre que tout le monde a profité de la mondialisation,
sauf les petits blancs peu diplômés, dont le niveau de vie stagne depuis 30 ans. Les blancs riches, les Européens riches et les Japonais riches et les Asiatiques riches ont vu leurs revenus exploser. La middle class asiatique et puis l'Afrique a vu son niveau de vie augmenter significativement. Les petits blancs non diplômés, le terme n'est pas racial, il est bien évidemment sociologique, ont vu leur rémunération ne pas bouger et dans certains pays comme l'Allemagne, légèrement régresser. Il n'y a en Europe et aux États-Unis pas d'autre explication que cette courbe à la montée du populisme. Tout le monde gagne au nouvel état du monde, sauf les Européens et les Américains, peu diplômés, laissés seuls, avec un système de formation archaïque et avec leurs enfants qui sont dans des écoles indigentes par rapport au nouvel état du monde. L'école de 2017, quand l'intelligence artificielle ne peut pas être l'école de 1950. Nous ne sommes plus seuls sur Terre. Nos cerveaux ne sont plus seuls sur Terre. Et nous n'arrêterons pas l'intelligence artificielle, car le budget militaire français ne permet pas de bombarder les centres d'intelligence artificielle de Californie et de Chine orientale. L'économie que nous avons créée est une économie de plateforme. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, avec des effets d'échelle incroyables. Vous savez que quand on parle start-up, et j'adore les start-up, j'en ai créé beaucoup, quand une start-up atteint 1 milliard chez nous, on s'esbaudit. Criteo, Blablacar, on a l'impression d'avoir pondu un œuf en or. 1 milliard. Les GAFA et les BATX se rapprochent tout doucement de 1 000 milliards de dollars chacun. Tencent, que personne, à part les jeunes, ne connaît ici, est la 10e plus grosse entreprise au monde, le T de BATX en Chine, avec 850 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est l'éditeur de WeChat. Une économie de plateforme avec des technologies exponentielles, les NBIC, une économie de démurgisation. Vous savez que Google a lancé une société Calico pour euthanasier la mort, pour nous rendre immortels. Musk et Amazon ont lancé des programmes spatials pour coloniser le cosmos. Facebook et Musk ont lancé des sociétés de neurotechnologie pour upgrader notre cerveau. C'est un monde nouveau, plein d'opportunités, mais aussi plein de menaces sociales et politiques qui s'ouvrent à nous. Et enfin, c'est un monde d'intelligence gratuite. Et quand l'intelligence artificielle est gratuite, pour l'intelligence biologique qui est si longue et si chère et si difficile à produire, c'est un grand challenge. Sauf pour ceux qui ont la naïveté qu'une société dans laquelle 99% des gens pourraient être au revenu universel pendant qu'une petite élite d'1% gouvernerait le monde avec l'intelligence artificielle serait viable, ce que je ne crois pas une seconde. Je pense que c'est le prélude à un métropolis insupportable et à la fin de la démocratie. Quelques mots, je demande pardon pour ceux qui connaissent bien l'intelligence artificielle ici, mais quelques mots sur les 4 âges de l'intelligence artificielle. Le premier âge, c'est l'algorithmique traditionnel, des algorithmes écrits à la main. C'est en fait un âge d'avant la vraie intelligence artificielle. La phase 2, c'est le deep learning, ce qui permet d'avoir des voitures autonomes, ce qui permet que l'intelligence artificielle analyse un cancer ou un scanner mieux qu'un docteur. La phase 3, qui n'existe pas encore vraiment, ce sont des intelligences artificielles transversales, dotées de mémoire, capables de réussir le test de Turing, c'est-à-dire que l'on ne saurait pas différencier derrière un rideau un homme d'un cerveau de silicium. Pour faire émerger ces intelligences artificielles, il faut énormément de données. Metcalfe, l'inventeur d'une des principales normes de l'Internet, avait expliqué que dans une économie de réseau, plus on avait de données, plus on avait d'utilisateurs, plus c'était utile. C'est sûr que quand on est tout seul à avoir le téléphone portable dans sa région, ça n'a aucun intérêt. Si tout le monde l'a, c'est beaucoup plus intéressant. En intelligence artificielle, c'est la même chose.
Pour fabriquer de l'intelligence artificielle, il faut des montagnes de données. Et vous comprenez bien que c'est pour ça que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, car ils ont nos données, nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. C'est nous, par exemple, qui chaque jour mettons 10 milliards de photos sur Facebook, ce qui permet d'éduquer la vision de l'intelligence artificielle de Facebook. Et on voit très bien, ça ce sont des chiffres qui viennent de chez Google, il vaut mieux un mauvais algorithme avec beaucoup de data qu'un bon algorithme avec pas beaucoup de data. En matière d'intelligence artificielle, le volume de data est essentiel. C'est pour ça que nous, Européens, nous sommes des crapauds numériques. Nous n'avons ni les GAFA, ni les BATX, nous n'avons pas de plateforme, nous n'avons pas de data. Et l'immense majorité des gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle en France font de l'informatique à la papa, mais on vaut tellement plus cher quand on prétend faire de l'intelligence artificielle qu'il faudrait être très bête pour ne pas prétendre en faire, même quand on n'en fait pas. En matière de reconnaissance des cancers de la peau, une publication de Stanford récemment, basée sur l'intelligence artificielle de Google, a montré que l'IA, dès début 2017, était supérieure aux dermatologues pour faire un diagnostic de cancer de la peau. Tout ceci va challenger les médecins, les avocats progressivement, surtout que les GAFA et les BATX sont en train de lancer des petits dispositifs que l'on va interroger et qui vont demain devenir nos conseillers numériques en complément de nos téléphones portables. Et puis, nous avons confiance dans les plateformistes. 58% des Français confieraient leur dossier médical et leur santé à Google, Apple, Facebook ou Amazon dans un sondage récent, et chez les jeunes, c'est 68%. La jeune génération nous a déjà abandonnés, nous docteurs. Le quatrième âge de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle dotée de conscience artificielle. On en est loin. C'est une crainte qui est plutôt du ressort de la science-fiction. C'est, et je vous incite pour ceux qui ne l'ont pas vu, à voir le film Ex Machina. Ex Machina représente une intelligence artificielle qui devient forte et qui d'ailleurs sacrifie les gens qui ont confiance en elle. J'espère que ça n'est pas prémonitoire de ce qui se passera dans le monde réel. On a l'habitude de séparer l'intelligence artificielle en IA forte et IA faible. Donc l'IA forte, c'est une IA qui a conscience d'elle-même. Une IA faible, c'est une intelligence artificielle qui ne sait pas qu'elle existe et qui est en fait un domestique, comme les domestiques des vestiges du jour qui obéissent à l'homme sans objectif propre, à l'opposé d'un HAL 9000 qui, pour ceux qui ont vu le film de Kubrick, zigouille les astronautes les uns après les autres dans la station en marche vers Jupiter. Robotique et intelligence artificielle ne sont pas totalement overlappées. Si l'on prend les 4 grandes technologies qui font du buzz en ce moment, les biotechnologies, la génétique, la robotique, l'informatique et l'intelligence artificielle, ça va très très vite et ça va moins vite. Pour tester un médicament, même issu de la génomique, il faut beaucoup de temps, il faut des autorisations, c'est lent. De même, la robotique, c'est lent. Et les robots de Boston Dynamics que Google possédait et a vendus au milliardaire transhumaniste Son cet été, coûtent $1,5 million chacun. Avant que ça remplace une femme de ménage, il va se falloir un certain temps. Donc, l'intelligence artificielle, c'est maintenant, et la robotique, c'est plus tard. En réalité, la vraie menace sur le marché du travail, c'est l'intelligence artificielle. Et on voit bien que les métiers les plus automatisables et les plus menacés sont les métiers numériques et que les métiers manuels sont moins automatisables. Il est plus facile de remplacer un radiologue que de remplacer une femme de ménage. On imaginait juste le contraire il y a 15 ans. La prospective rend humble. Cette révolution n'a pas été anticipée. À Davos, le propriétaire de Google, copropriétaire Sergey Brin, expliquait qu'il n'avait pas vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle s'est développée ces 5 dernières années. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde pour la métropole? Alors, il y a des gens qui imaginent une intelligence artificielle hostile qui pourrait nous attaquer. Vous avez peut-être vu, pour ceux qui suivent l'actualité technologique,
que Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, et Elon Musk, le propriétaire de Tesla, se sont insultés pendant une semaine via Facebook et Twitter interposés cet été, Elon Musk accusant Mark Zuckerberg de développer trop vite l'intelligence artificielle au risque d'avoir des intelligences artificielles hostiles qui élimineraient l'homme, pendant que Mark Zuckerberg traitait Elon Musk d'hystérique qui voulait faire peur à la population. Mark Zuckerberg n'ayant qu'une peur, c'est qu'il y ait une régulation fédérale aux États-Unis avec une agence de surveillance de l'intelligence artificielle, ce qui freinerait bien évidemment, vous l'imaginez, le petit business de Facebook qui ont fait de lui l'homme le plus riche du monde avec le patron d'Amazon et Bill Gates. Alors, certains business disparaissent vite. Il y avait 300 000 cabines téléphoniques en France il y a 21 ans. La dernière sera fermée dans 12 mois. On est passé de 300 000 à 0. Mais en même temps, il y a plein de métiers qui se créent. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris en 1793. L'eau courante a généré plein de métiers. Il y a plus de 29 000 personnes à Paris qui s'occupent de l'eau, de la distribution de l'eau, de l'épuration de l'eau, de la surveillance de l'eau. La technologie ne détruit en général pas de métiers, elle les déplace. Dans une ville très tertiaire, avec pas mal de professions libérales, comme est Marseille et la métropole en général, l'intelligence artificielle pose une question de reconversion et d'évolution des professions libéraux. Les Suskins ont écrit un livre absolument extraordinaire sur l'avenir des professions, des professionals, c'est-à-dire des professions libérales, des indépendants, des intermédiaires. Et il montre qu'effectivement, ça va être un groupe extrêmement menacé par l'intelligence artificielle qui va devoir muter très rapidement dans son exercice. Un exemple. Qui connaît ici un Visaligne? Tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Sinon, j'en parle pas. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Ah oui, d'accord. Y compris des dentistes? Non. Il y a 10 ans, tout le monde considérait que l'orthodontie, c'était comme coiffeur, c'était un métier non délocalisable. On ne va pas prendre l'avion pour aller se faire couper les cheveux et on ne va pas prendre l'avion pour aller se faire mettre des bagues. Patatras. L'orthodontie est en train d'être délocalisée. Une société californienne à mi-chemin entre Google, Facebook et Apple, Invisalign, a lancé un système qui remplace les bagues. L'assistante dentaire, il n'y a pas besoin de dentiste, passe un capteur devant les dents qui fait 3000 photos à la seconde. Ça fait une empreinte en 3D qui part en Californie. L'intelligence artificielle d'Invisalign, basée sur 4 millions de patients déjà traités, 1 million de plus chaque année, détermine dans quel ordre il faut bouger les dents et fabrique avec une imprimante 3D 12 empreintes successives. Ça part par FedEx, ça ne va pas encore chez le patient, ça passe par le dentiste, qui est le circuit de distribution. Le dentiste signe le reçu FedEx, c'est l'essentiel de son travail, et donne la boîte d'empreintes au patient. L'intelligence artificielle peut même déplacer des métiers qu'on jugeait indéplaçables, inconcurrençables et non délocalisables. C'est pour ça que, quand on est une métropole, il faut faire de la veille technologique et réfléchir à quoi il faut former les jeunes générations, comment vont évoluer les nouvelles formes de concurrence. Et je peux vous confier un scoop. L'essentiel des formations professionnelles et de l'éducation nationale dans la métropole Marseille-Aix forment vos enfants à des métiers qui vont être laminés par l'intelligence artificielle. Si j'étais parent, je me révolterais. Je suis parent, mais pas ici. Il faut exiger de la puissance publique une réflexion stratégique pour former nos enfants aux métiers où ils seront complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas substituts et donc laminés. Il faut réfléchir aux études dentaires. Il n'y a pas le début d'une réflexion là-dessus à la faculté de médecine et dentaire de la métropole. Et je pourrais multiplier les exemples. Nos élites doivent apprendre l'anglais et prendre un billet d'avion chaque année, un pour Shanghai et un pour la Silicon Valley.
Et comme vous le savez, les élites politiques d'ici, la plupart ne savent pas parler anglais et ne vont jamais dans les zones où la technologie du futur se construit. De même, Google a publié la semaine dernière, j'en ai fait ma tribune dans Le Monde avant-hier, une étude qui montre qu'avec une simple photo de la rétine, faite comme ça avec un smartphone, on peut remplacer un bilan cardiovasculaire complet. Mais Google s'est basé sur 300 000 malades, bientôt sur 1 million. Vous voyez que la médecine telle qu'on l'a fait aujourd'hui, avec les 172 lupus, les 323 myasthénies du professeur Duchemol à la Timone, va être laminée par des cohortes de millions de malades que les leaders de l'intelligence artificielle vont utiliser pour construire les logiciels d'aide au diagnostic et au traitement du futur, comme ce que vient de réaliser Google. Et ça n'est qu'un des exemples de ce que Google, Apple, Facebook et Amazon font en ce moment en santé. Amazon a annoncé il y a 10 jours son entrée dans la santé au travers du projet 1492, qui signifie ce que vous imaginez aux yeux du propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos. Quand on est une métropole, il faut regarder tous ces basculements pour déterminer la bonne stratégie pour le futur de nos enfants. Le basculement relatif, la modification du centre de gravité entre le neurone et le transistor. Le neurone qui a moins de 70 ans, qui a 550 millions d'années, pendant que le transistor a moins de 70 ans. Il faut regarder ce que Google prépare, et il y a plusieurs sociétés qui, aux États-Unis, sont en train de développer des microprocesseurs pour mettre dans le cerveau de nos enfants, notamment Neuralink d'Elon Musk. Il faut réfléchir, quand on est une métropole, à ce qu'explique le vice-président de Google quand il explique que dès 2030, nous allons avoir des pouvoirs démiurgiques quand nous aurons des circuits intégrés branchés sur chacun de nos 86 milliards de neurones. On ne peut pas faire de la politique à la papa quand on est en pleine révolution neurotechnologique, à moins d'être masochiste ou inconscient. Je passe sur tous les autres projets démiurgiques de la Silicon Valley qui vont changer beaucoup d'industries, et sur la modification du rapport de force entre la loi et la loi des plateformes. Ce n'est pas le gouvernement français qui fait le droit de la concurrence, c'est Amazon. Et on pourrait multiplier les exemples. La plupart du droit positif, du droit réel, est fait par les plateformistes. L'État n'a aucune prise sur le marché de la photographie. Ce sont les fabricants de photophones qui ont ce pouvoir. Plus globalement, le centre de gravité est passé de l'Atlantique vers la zone Asie-Pacifique et vers l'axe San Francisco-Shanghai. Et nos élites ne sont pas capables de demander leur chemin dans les rues de San Francisco sans interprète. C'est une situation qui est suicidaire. Il ne faudrait pas que nous devenions une colonie numérique des GAFA. Pourtant, c'est ce que nous sommes en train de devenir. Je vous rappelle qu'on ait un iPhone ou qu'on ait un appareil fonctionnant sous Android. Dans 100% des cas, l'intelligence artificielle de notre téléphone portable vient de la Silicon Valley. Android est filiale à 100% de Google. Et ça, c'est bien évidemment Apple. Nous importons 142 fois par jour de l'intelligence artificielle made in Silicon Valley. Nous sommes déjà devenus une colonie numérique des GAFA. Et pour l'avenir de la métropole, de voir ce qu'il faut faire pour exister dans ce monde où nous avons abdiqué notre souveraineté numérique, c'est très important. Ça nécessite de faire une veille technologique qui aujourd'hui n'est pas faite. Dans le Game of Thrones technologique, nous avons une carte à jouer. Mais il faut que nous nous réveillons. Nous avons la CNIL, ils ont les GAFA. Cette situation n'est pas acceptable. Et puis, à force de ne pas mettre de pognon sur l'éducation, un écart cognitif est apparu. Dans les dernières études, Singapour, comme vous le savez, est numéro 1 mondial dans PISA, le classement des élèves. Loin, 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 loin devant la France. La France est même moins bien placée que le Vietnam. Le Vietnam, où j'étais il y a quelques mois avec ma famille, où les enfants marchent encore pieds nus
Les petits Vietnamiens sont meilleurs que nous en mathématiques en 2017. Et à Singapour, qui était un pays miséreux il y a 50 ans, le quotient intellectuel est aujourd'hui 10 points supérieur à ce qu'il est en France, mais les professeurs sont payés 3 fois plus qu'à Marseille. On y fait moins de ronds-points inutiles, mais on paie bien les professeurs pour former les neurones biologiques de manière à ce qu'ils ne soient pas marginalisés demain par l'intelligence artificielle. Notre cerveau va être concurrencé par des choses tout à fait bouleversantes. Vous avez peut-être vu en juin que Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook allait commercialiser les premiers implants télépathiques en 2019, c'est-à-dire dans 500 jours, permettant de communiquer de cerveau humain à cerveau humain, de cerveau humain à ordinateur, d'ordinateur à cerveau humain. Est-ce que vous voyez toutes les conséquences sur le marché du travail à 5, 10, 15, 20 ans et donc pour la métropole ? Sébastien Schon, l'inventeur de la Google Car, expliquait dans The Economist la bataille entre les cerveaux biologiques et l'intelligence artificielle va être terrible. Il nous reste une chance d'exister, mais il faut que nous modernisions très vite l'éducation. C'est vrai ici, comme ailleurs. Elon Musk a créé, il y a quelques mois, Neuralink, comme je vous disais tout à l'heure, qui est une société destinée à fabriquer des microprocesseurs tout petits qu'on mettrait autour des 86 milliards de neurones de nos enfants, parce qu'on commencerait par le faire chez les enfants. On pense ce qu'on veut de tout ça, mais vous imaginez nos petits-enfants non augmentés sur le plan cérébral face à des pays qui accepteraient l'augmentation cérébrale. Ça pose des problèmes politiques immenses. Je vais vous rassurer, je n'ai pas du tout envie de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de mes petits-enfants. Mais que vont devenir mes petits-enfants s'ils sont sur un marché du travail mondial face à d'autres enfants dont le quotient intellectuel aura été augmenté par Elon Musk? Il faut que la métropole réfléchisse à ce type d'enjeu. L'intelligence artificielle conduit au développement des technologies cérébrales d'augmentation par réaction, selon une chaîne tout à fait logique. L'IA est toute puissante pour éviter que nos enfants soient marginalisés. Fusionnons les neurones avec le transistor, augmentons le cerveau de nos enfants. Quoi qu'on en pense d'un point de vue philosophique et religieux, la question est immense. Nos petits-enfants vont vivre dans un monde radicalement différent, où la guerre des intelligences aura changé complètement l'organisation scolaire, professionnelle, mais aussi politique. Alors, je vais conclure. J'espère que j'ai dépassé pas trop... Je n'ai pas dépassé pour une fois. Si, un peu. Quel est le chemin pour la métropole ? D'abord, il faut des veilleurs technologiques. Dans un monde de bouleversement technologique, nous ne pouvons pas avoir des gens qui ne regardent que le passé et la politique politicienne. Il faut des gens qui font de la prospective. Bilingues, connaissant la Silicon Valley et la Chine orientale comme leur poche. C'est un impératif moral pour la politique. Si la politique, ce n'est pas la préparation de nos enfants au monde qui vient, c'est quoi? Un fromage? En tout cas, ce n'est pas ce que j'imagine de la politique. Il faut que l'intelligence artificielle ne soit pas une black box pour nos décideurs, qu'il s'agisse de la chambre de commerce, qu'il s'agisse du recteur, qu'il s'agisse de tous les acteurs institutionnels. Nous devons comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre derrière les géants du numérique et leur production capitalistique que sont les différentes intelligences artificielles. Il faut organiser la complémentarité entre le neurone et le transistor dans la population, chez nos enfants. Il n'y a que les gens qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle qui auront un boulot.
Dit autrement, si moi plus intelligence artificielle égale intelligence artificielle sans moi, pourquoi on me paierait? On ne me paiera que si j'apporte quelque chose en plus par rapport à l'intelligence artificielle. Et il y a plein de territoires où nous allons être supérieurs à l'intelligence artificielle, mais il faut s'y préparer et préparer nos enfants. Il faut qu'on resynchronise le temps du politique et le temps de la technologie, qui se sont désynchronisés il y a 30 ans quand les politiques ont cessé de s'intéresser à la technologie et sont devenus des hommes du passé. La resynchronisation du politique et de la technologie est essentielle, sinon nous aurons une crise populiste majeure et nous ne donnerons pas à nos enfants et nos petits-enfants la chance de s'épanouir dans le monde qui vient. Ce qui est très important, et ça devrait être une mission fondamentale de la métropole, il faut évaluer en temps réel la frontière entre le neurone et le transistor. Cette frontière va bouger dans le temps. Ce n'est pas une ligne, elle est hétérogène. Le monde du transistor et le monde du neurone, il faut être là et pas là. Ou il faut être là où il y a des synergies entre le neurone et le transistor, sur les îles. L'éducation nationale et la métropole doivent réfléchir à la frontière technologique. Qu'est-ce qu'on fout de nos enfants? Où est-ce qu'on les met? La semaine dernière, le Rockefeller Institute à New York, qui est le plus grand centre de génomique du cancer au monde, a publié une étude montrant que leur intelligence artificielle était 1000 fois plus rapide que les meilleurs cancérologues au monde pour analyser une tumeur. Face à ça, on ne peut pas continuer à former au CHU à côté les étudiants en médecine comme on les formait quand j'ai fait médecine, moi, à la fin des années 70. C'est pourtant ce qu'on fait, avec un mandarinat qui a 30 ans de retard. 30 ans. Suivre la frontière technologique, l'évaluer et anticiper à quelle vitesse va bouger la frontière et quelles seront les nouvelles zones de synergie entre le neurone et le transistor, entre les cerveaux artificiels de silicium et les cerveaux biologiques. Il faut de l'imagination, et contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas les métiers les plus manuels qui sont les plus menacés. Si on prend un axe très simple, capacité cognitive, pour faire très très court le quotient intellectuel, mais c'est une réduction contestable, et puis d'autre part, le caractère manuel ou pas manuel, on peut faire 4 cases. Métier à basse valeur ajoutée, pas manuel. Métier à forte valeur ajoutée, pas manuel. Métier manuel à basse valeur ajoutée. Métier manuel à forte valeur ajoutée. Comptable, radiologue, femme de ménage, dans un hôtel, cuisinier, 3 macarons Michelin. Cela dit, à l'heure, femme de ménage au Sofitel aura été le métier le plus rentable de l'histoire de l'humanité. Pour quelques minutes, 5 millions de dollars de dédommagement, semble-t-il. Qui gagne autant? Même les spécialistes de l'intelligence artificielle ne gagnent pas autant à l'heure. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ordre dans lequel l'intelligence artificielle et la robotique vont menacer ces métiers n'est pas du tout intuitif. D'abord, les métiers à faible composante cognitive et non manuelle, comme comptable de base, j'ai pas dit expert comptable, puis après des métiers comme radiologue, après femme de ménage, parce que les robots, c'est dans 15 ans et pas demain matin, et enfin en dernier, les métiers innovants et manuels, comme peut l'être un cuisinier de haut niveau, comme là c'est Alain Passard, mais j'aurais pu prendre Paseda ou Petit-Nice. Il va falloir être mobile, il va falloir planifier notre réaction par rapport à l'évolution de la frontière technologique. Ça suppose qu'il y ait un plan à 1 an, 5 ans, 10 ans à la métropole d'adaptation face au choc technologique. Où est ce plan? Il n'existe pas. Il le faut et c'est une urgence. Et nous devons, moi je ne suis pas d'ici, mais nous devons collectivement exiger ça de nos politiques.
On ne va pas pleurer dans 5 ans quand on aura des pans entiers d'activités laminées. Il faut se préparer pour bénéficier des opportunités maintenant. Et si les politiques ne sont pas capables de faire ça, il faut changer nos politiques. Pas ici, en général. Il faut développer la multidisciplinarité, la complexité, ce que l'intelligence artificielle a beaucoup de mal à faire. Il faut que l'on développe des fonctions managériales d'intégration des intelligences artificielles et biologiques. Kevin Kelly, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, imagine que demain le manager sera celui qui saura manager en même temps les intelligences artificielles et les intelligences biologiques. Le management ne sera plus l'art de manager les hommes, mais de manager les intelligences, quelle que soit leur nature. Il y a là un besoin infini de travailleurs pour gérer tout ça. Nous ne sommes pas à la veille d'une explosion du chômage, nous sommes à la veille d'une destruction de plein de métiers et au développement de plein de métiers qui sont inimaginables. Et c'est la raison pour laquelle je suis persuadé qu'il faut dans les entreprises fusionner la direction informatique et la direction des ressources humaines, car séparer le management des cerveaux de silicium et des cerveaux biologiques est un anachronisme en 2017. C'est l'entreprise de 1995, pas celle de 2020. Nous devons fusionner le management du transistor et du neurone. Il faut des universités multidisciplinaires. Harvard en est un bon exemple. Alors que nous avons des facultés qui sont plutôt segmentées. À Harvard, il y a la faculté de droit, le MBA, la faculté médicale, les facultés de sciences, etc. À l'ère de l'intelligence artificielle, il faut être multidisciplinaire, car l'intelligence artificielle n'est pas multidisciplinaire. Et nous devons aller là où elle n'est pas. C'est un nouveau champ concurrentiel. Quand vous êtes agriculteur et qu'il y a une surproduction de tomates, vous ne produisez pas des tomates, vous changez de production. Et bien là, c'est pareil, nous devons aller là où l'intelligence artificielle n'est pas. Et la multidisciplinarité, c'est le talon d'Achille de l'intelligence artificielle pour plusieurs décennies. Enfin, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Nous devons juger nos décideurs sur l'investissement intellectuel, matériel, stratégique qu'ils font sur l'éducation. Il y en a marre d'un monde dans lequel on investit des milliards et des milliards et des milliards sur l'éducation des cerveaux de silicium et où on ne met pas un flèche sur la formation des neurones. On ne peut pas avoir des éducateurs d'intelligence artificielle payés en millions de dollars et des profs sous-payés comme aujourd'hui. C'est suicidaire, je le répète. Nous devons emmener nos décideurs là où on investit vraiment sur l'éducation. Le PFL était une petite école merdique en 1985 à Lausanne, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Aujourd'hui, c'est l'un des centres technologiques les plus développés au monde, avec des bâtiments qui sont tous plus beaux que les uns que les autres. C'est à la fois une concentration extrême de start-up, d'intelligence, de neurones, de professeurs de grand talent, avec une architecture incroyable. Ça, c'est l'un des bâtiments, c'est le bâtiment Rolex. Il faut prendre le recteur d'Aix-Marseille, nos décideurs, et leur payer un billet de train jusqu'à Lausanne et leur montrer ce qu'est une université en 2017. Je veux bien payer le billet de train jusqu'à Lausanne. Quand on voit nos facs, quand on voit nos CHU, moi j'ai honte. Et puis, je vais terminer par un propos politique. Si nous voulons éviter l'implosion sociale, nous devons réduire les inégalités cognitives, les inégalités culturelles. Il faut donc des inégalités positives en matière d'éducation. Et moi, je défends une position politique. Nous devons, dans les quartiers difficiles, mettre une éducation au niveau Montessori pour tous les enfants des classes sociales défavorisées.
C'est pas sur les enfants de grands bourgeois qu'il faut mettre plus de pognon. C'est sur les zones défavorisées. On sait à quel point le système Montessori marche bien dans la petite enfance. Chaque petit gamin d'un quartier difficile doit avoir une école de la qualité Montessori en 2017. Cela permettra de réduire les inégalités cognitives et donc sociales. Enfin, au-delà de l'éducation et de la formation, les villes qui demain gagneront, les villes qui attireront les talents, les belles universités seront aussi les villes qui auront un art de vivre. Et c'est pour ça que cette région me rend plutôt optimiste, avec un art de vivre, des centres de recherche comme The Camp extraordinaires, pas loin d'ici, le château Lacoste avec ses œuvres d'art incroyables à 20 km d'ici, juste à côté d'Aix. Cette ville a tout pour réussir. Il faut juste mettre le paquet au bon moment et bien intégrer la nécessité de développer la complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Et effectivement, Marseille pourra être le San Francisco de 2040. Je vous remercie.